On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler de l'ouvrage collectif, l'influence des grandes affaires criminelles sur le droit, un ouvrage édité chez Dalloz. Et j'ai le plaisir de recevoir pour en parler l'un des co-auteurs, Basile Ader, associé au sein du cabinet Auguste Debouzy. Basile Ader, bonjour. Bonjour. Les grandes affaires criminelles ont souvent joué un rôle de catalyseur dans l'évolution du droit pénal et de la procédure pénale. On va voir ensemble comment ces grandes affaires criminelles ont façonné l'évolution du droit pénal et de la procédure pénale. Pouvez-vous nous parler de ces grandes tendances, de cette évolution? Ah bien, depuis qu'on fait des lois sur un mode républicain, évidemment que les grandes affaires criminelles sont des révélateurs de ce que la réponse pénale qu'il faut apporter à certaines déviances, à certains crimes, etc. Et puis, dans leur déroulement, nécessairement, elles sont aussi des révélateurs des dysfonctionnements de la procédure. Parce que ces grandes affaires attirent beaucoup de curiosité publique, et elles sont une espèce de vitrine de la justice. Et ce faisant, le législateur ne peut pas se désintéresser de savoir comment ça se passe, si on le juge bien, si on juge vite, si on juge équitablement. Et c'est comme ça qu'on voit ponctuellement, depuis plus de 2 siècles, les grandes affaires bouleverser la législation pénale, surtout sur le terrain de la procédure. Alors évoquons ces grandes affaires. Pouvez-vous nous citer quelques affaires emblématiques? Ah, il y a les deux auxquels on pense le plus naturellement, ce sont les deux des années 70 qui ont provoqué des lois fondamentales dans notre histoire républicaine. Le procès de Bobigny, à Bobigny, où Gisèle Halimi a renversé l'accusation en faisant venir des témoins qui ne connaissaient rien de l'affaire autre que ce qu'on en avait dit dans la presse, mais qui venaient dire combien cette loi était injuste, combien elle était contraire à la condition féminine. Et ça a provoqué la loi de 75, la loi Veil, 3 ans après. Et on a revu à peu près la même chose avec le procès de Patrick Henry, que tout indiquait, parce que c'était la tendance et que le président de la République ne graciait plus très, très épisodiquement les grands criminels, que Patrick Henry était promis à la guillotine. Et Robert Badinter et le bâtonnier Boquillon, qui avait assumé localement la défense depuis le départ avec beaucoup de courage, ont repris un peu le même système de mise en accusation de la loi. Et un procès va naturellement dans le sens de l'accusation. On le sait quand on est en défense, tout nous accable, on remonte un courant. Et donc d'avoir trouvé le système qui consiste à accuser à son tour sur le banc de la défense, renversait en quelque sorte le sens naturel du procès. Et il a fait venir des témoins qui sont venus dire tout ce qu'il fallait penser de la peine de mort. Il a obtenu qu'il ne soit pas condamné à mort, et c'est sans doute ce qu'il fit à ce jour-là, en sauvant la tête de Patrick Henry, qui l'a amené à être le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de François Mitterrand, qui a aboli symboliquement la peine de mort 3 ans plus tard, là aussi. Alors souvent, ces grandes affaires, elles marquent l'opinion et souvent le politique, il est tenté de réagir par une loi Mm. pour justement marquer son action politique. Quel est le rôle du pouvoir politique dans la réponse législative aux grandes affaires criminelles? Oui, alors moi j'aime beaucoup cette phrase de Montesquieu: il ne faut toucher aux lois d'une main tremblante, parce que une loi, c'est non seulement un consensus politique à un moment T, mais c'est surtout une règle qui va se polir avec les ans, avec la jurisprudence, avec l'usage qu'on va en faire, avec l'interprétation qu'on va en faire. Et donc, plus une loi avance dans le temps, meilleure elle est. Vouloir en changer toutes les 5 minutes, c'est une aberration. Et alors, je ne suis pas le premier à le dénoncer. Dès qu'il y a un fait divers qui émeut l'opinion, on considère que si le fait divers est arrivé, c'est parce qu'il n'y avait pas une loi, ce qui le plus souvent est inexact. Et donc le législateur se sent obligé, pour calmer l'opinion, mais ce sont des faits de communication essentiellement, de dire: ah ben, rassurez-vous, désormais ça n'arrivera plus parce qu'on va faire une loi qui... alors que la loi existe et tout. Donc ça, c'est un peu le côté pervers du système. Effectivement, les affaires font avancer les lois à cet égard, mais ce ne sont pas les bonnes lois auxquelles je pensais Ça de va prime pas abord. forcément dans le bon Non. sens. Et quel est le rôle, justement, on évoque cette pression médiatique de l'opinion publique, quel est le rôle de l'opinion dans l'évolution du droit?
Alors là, vous touchez à quelque chose d'encore plus, parce que c'est un triptyque, si vous voulez. Il y a Bien la sûr. justice, il y a l'opinion, il y a le parlementaire. Euh, Bien sûr que la justice, elles se doivent l'une à l'autre, la justice et l'opinion. C'est-à-dire que la justice, rendue au nom de tous, doit être en accord avec l'opinion, fondamentalement. Parce que sinon, elle ne représente pas... Elle applique les lois, bien entendu. Mais elle ne peut pas être insensible à l'opinion. Mais il faut qu'elle s'en défende. Parce qu'une opinion trop marquée sur la culpabilité de quelqu'un, ou l'innocence. On l'a vu dans des affaires où l'opinion a tellement que les juges se sentaient dans l'interdiction de condamner, alors même qu'il y avait tous les éléments de condamnation. Donc c'est un jeu où elles se doivent l'une à l'autre, mais elles doivent se protéger. En tout cas, on doit protéger la justice de l'opinion. Alors, on va s'intéresser à un autre sujet. Vous avez rédigé la partie sur l'interdiction des salles d'audience aux photographes et aux caméramans dans l'ouvrage. Pouvez-vous revenir sur les grandes évolutions? En fait, c'était libre pendant très longtemps. C'est grâce à ça qu'on a des images d'audience fixes le plus souvent, parce que c'est d'abord les photographes qui sont arrivés depuis le procès du maréchal Bazaine après la défaite de Sedan, le deuxième procès devant le Conseil de guerre à Rennes d'Alfred Dreyfus, et puis toutes les grandes affaires dont on a des photos. J'ai fait un livre à cette occasion avec le musée du barreau de Paris. Mais puis sont venues les caméras, les caméras de film. D'ailleurs, c'était des actualités cinématographiques qui rapportaient régulièrement des extraits d'audience dans les affaires qui intéressaient l'opinion. Tous les procès de l'épuration, on les a en film grâce à ça, le procès Pétain, le procès Laval, etc., les photos du procès Brasillac. Et puis, les caméras ont pris tellement de place, les flashs ont tellement perturbé deux audiences particulièrement, celle de Marie Bénard à Poitiers et surtout celle de Dominici dans la cour d'assises de Digne, qui est une toute petite salle, que le législateur a dit ça suffit, la justice ne peut pas être bien rendue, et a donné une interdiction formelle en 1954. Sur laquelle on est revenu, je vais rapidement donner les étapes, puisque c'est ça votre question. Donc il y avait une interdiction du jour au lendemain, alors que tout était permis, tout était interdit, caméra comme photographe, dans les salles d'audience. Et on est revenu dessus avec une loi Badinter, qui, au moment où on a arrêté Barbie, a trouvé que c'était se priver d'un document historique fondamental que de pouvoir filmer le procès qui allait se tenir à Lyon. L'idée, c'est d'avoir des archives. Des archives. Donc, c'est une loi, d'ailleurs, des archives de la justice, qui s'intitule comme telle, qui a autorisé, avec des conditions très strictes de prise de vue, en 1985, les procès qui avaient valeur historique. On ne pouvait consulter que 50 ans après, sauf autorisation du garde des Sceaux, etc. Comme ça qu'on a une dizaine de procès, essentiellement d'ailleurs les procès de la deuxième épuration, Papon, Touvier et Barbie, des procès de terrorisme, certains grands procès. Et après, il y a la loi Dupond-Moretti, Et c'est puis ça? alors, il y a eu une commission, la communauté de Linden avait recommandé avec beaucoup un cahier des charges très particulier sur les prises de vue, le non-montage, le respect des anonymats, etc. Et puis ça n'a rien donné. Et c'est donc la loi de 2021, qui est la loi, ce qu'on appelle Dupond-Moretti, qui a réouvert, mais très timidement, puisque c'est là aussi avec beaucoup de conditions, d'octroi d'autorisation, Avec dans le but d'un intérêt pédagogique, c'est d'un ça? intérêt pédagogique. Donc aujourd'hui, vous avez toujours une interdiction, avec deux exceptions, l'exception historique et l'exception pédagogique. On va conclure là-dessus. Merci Basile Ader d'être venu sur notre plateau. Merci Je à rappelle vous. que vous êtes avocat associé au sein d'Auguste de Bouzy. On poursuit tout de suite l'émission et on va parler d'un autre sujet, des risques juridiques liés aux incendies.